Bonjour, nous terminons aujourd'hui le thème numéro 1 de notre programme, Société et environnement des équilibres fragiles, avec un chapitre G3, La France, des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection. Introduction. Les milieux français, métropolitains comme ultramarins, sont d'une grande richesse et d'une grande diversité. On trouve en particulier des espaces de haute montagne comme les Alpes et les Pyrénées, ou de moyenne montagne comme le Massif central, les Vosges et le Jura. On trouve encore des plaines et des vallées fluviales sur les 2/3 du territoire hexagonal. Ces espaces connaissent des climats tempérés, océaniques, à influence continentale ou méditerranéens, auxquels viennent s'ajouter les climats tropicaux et équatoriaux de la France ultramarine. Un milieu est un espace marqué par la combinaison de composantes naturelles, comme le relief, le climat, le sol, la faune ou la flore, modifiées par les activités humaines, les constructions et l'aménagement du territoire. Les composantes naturelles et l'action de l'homme interagissent et ainsi se modifient en permanence. Si ces milieux font l'objet de nombreuses mesures de protection, leur mise en valeur les fragilise. Aussi, leur aménagement et leur protection sont l'objet d'enjeux et suscitent d'importants défis environnementaux. Problématique: comment concilier la protection et la valorisation des milieux métropolitains et ultramarins? Grand 1. Des milieux protégés, valorisés et fragilisés. Petit 1. Des milieux protégés. Dans les années 60, les politiques de protection de l'environnement se sont développées en France afin de concilier préservation des milieux et activités économiques. Dès 1957, les réserves naturelles, comme celles des hauts plateaux du Vercors, puis en 1960, les parcs nationaux, comme le parc amazonien de Guyane, ou encore en 1967, les parcs naturels régionaux, comme celui des volcans d'Auvergne, et en 2006, les parcs naturels marins, comme celui du bassin d'Arcachon, ont pour ambition de concilier ces deux objectifs. D'autres dispositifs, à l'échelle européenne, complètent ces mesures. Ainsi, la mise en place d'un réseau européen, Natura 2000, vise à maintenir la biodiversité des milieux et à concilier les activités économiques avec la protection de la faune et de la flore. De même, signataire de la Convention de Ramsar en 1971, la France a ratifié ce traité en 1986. Elle s'est alors engagée à préserver les zones humides de son territoire. Enfin, le droit de l'environnement s'est peu à peu mis en place avec le vote de lois de protection des milieux, comme la loi Montagne en 1985, la loi Littoral en 1986 et la loi sur l'eau en 1992. Ces lois ont pour ambition d'encadrer l'aménagement de ces milieux fragiles afin de préserver leur écosystème. En 1985, la France s'est dotée d'une charte sur l'environnement qui inscrit la question environnementale dans la Constitution française. Petit 2. Des milieux valorisés et fragilisés. En France hexagonale et ultramarine, les milieux ont été anthropisés, c'est-à-dire transformés et modifiés sous l'action de l'homme. L'artificialisation des sols, autrement dit la transformation d'espaces naturels en espaces bâtis, représente 800 km² chaque année. Les exemples de cette action humaine sont variés et nombreux. Les littoraux ont été profondément transformés par la création de zones industrialo-portuaires comme ici dans le nord à Dunkerque, ou par la création de stations balnéaires comme ici à la Grande Motte sur le littoral méditerranéen. L'homme a encore planté des forêts artificielles dans un but économique, comme ici dans le Morvan, pour commercialiser des sapins de Noël. Les grandes vallées fluviales ont été rapidement urbanisées. Elles sont traversées par les grands axes de communication routiers et ferroviaires, comme ici dans la vallée du Rhône avec la métropole lyonnaise. Les cours d'eau ont été aménagés pour des usages agricoles, notamment l'irrigation, mais aussi pour produire de l'énergie hydroélectrique, comme ici avec le barrage de Monténard-Avignonnet en Isère. Les milieux ont également été transformés par les activités industrielles. Les paysages ont été durablement transformés, comme ici avec les terrils de Los en Goële, dans le nord de la France, témoins des anciennes activités minières. L'exploitation intensive des milieux et le prélèvement des ressources entraînent une dégradation, voire même la disparition de certains milieux. Par exemple, les zones humides, importantes pour les migrations ou la reproduction des oiseaux, ont été réduites par la construction de digues, de canaux de drainage et le pompage ainsi que par l'extension des infrastructures portuaires. De même, l'agriculture et l'élevage intensif, par l'utilisation massive d'engrais et de pesticides, ont détérioré la qualité de l'eau et des sols. Le problème des algues vertes en Bretagne en est une parfaite illustration. Grand 2. Pour répondre aux enjeux d'aménagement et aux défis environnementaux.
Petit 1. Les milieux guyanais entre exploitation et protection. La Guyane bénéficie de nombreuses ressources telles que l'or, le bois, sa biodiversité, auxquelles s'ajoutent les ressources halieutiques comme les poissons ou les crevettes. L'exploitation de ces ressources entraîne des impacts forts sur l'environnement. L'orpaillage, en particulier illégal, par exemple, entraîne une déforestation et une pollution qui touchent la faune et en bout de chaîne alimentaire les communautés amérindiennes. Depuis 2003, 29 000 hectares de forêt ont ainsi été détruits et 3 300 km de cours d'eau ont été pollués à cause de l'orpaillage. Autre exemple, la fréquentation touristique motorisée des marais de la réserve naturelle de Caux, qui s'accompagne de captures récréatives de caïmans, diminue leur survie et leur reproduction tout en les faisant quitter la zone. Face à de tels fléaux, des mesures ont été prises ou proposées pour protéger l'environnement. Près de 500 soldats, gendarmes, douaniers, policiers ou gardes-frontières sont mobilisés contre l'orpaillage clandestin. L'opération Harpie, activée en 2008, ne parvient cependant pas à faire reculer cette activité et les sites clandestins sont de plus en plus nombreux. La création du parc amazonien de Guyane ou d'autres espaces protégés comme la réserve naturelle de Caux ont pour ambition de préserver la biodiversité, mais ne suffisent pas à empêcher le développement d'activités néfastes pour l'environnement. Petit 2. La gestion des risques naturels et technologiques. Les milieux sont aussi vulnérables et exposés aux risques naturels comme technologiques ou anthropiques, c'est-à-dire liés aux activités humaines. Certains espaces sont particulièrement exposés aux risques naturels. C'est le cas des littoraux et des territoires ultramarins qui sont exposés aux risques climatiques comme les cyclones, les tempêtes, les sécheresses, les inondations ou les risques de submersion. À cela s'ajoute l'aléa sismique qui concerne principalement les Antilles, ainsi que l'aléa volcanique qui concerne les Antilles et la Réunion. Comme nous avons pu le voir le 26 septembre 2019 avec l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les risques technologiques ou anthropiques sont croissants. Ils sont liés à la présence d'installations industrielles classées Seveso ou nucléaires, même si d'autres risques existent comme les ruptures de barrages. L'exposition des populations est très inégale face à ces risques anthropiques. Très élevée dans les régions industrialisées et urbaines, comme l'Île-de-France ou la vallée du Rhône, au sud de Lyon, avec le couloir de la chimie, elle est beaucoup plus faible dans les espaces ruraux ou dans les territoires ultramarins. Au total, ce sont près de 2,5 millions de Français qui vivent à moins d'1 kilomètre d'une usine classée Seveso, tandis que les 2 tiers des Français vivent à moins de 75 km d'une centrale nucléaire. La concentration des hommes et de leurs activités sur les littoraux et dans les métropoles renforce la vulnérabilité des territoires avec l'urbanisation des zones à risque comme les fonds de vallées inondables ou certains littoraux. La prévention des risques, qu'ils soient naturels ou technologiques ou anthropiques, vise à sensibiliser les populations et réglemente les aménagements. Elle passe par des plans de prévention des risques naturels, appelés PPRN, ou technologiques, appelés PPRT. Il existe ainsi des plans de prévention des risques d'inondation pour les inondations fluviales, des plans de submersion rapide pour les submersions marines, des plans de prévention des risques littoraux pour l'érosion des côtes, mais aussi des plans de protection de la forêt contre les incendies, des plans de prévention des risques naturels prévisibles pour l'effondrement des mines et carrières, ou encore les directives Seveso pour l'explosion ou l'incendie des grands sites industriels. Conclusion. Les relations entre la société française métropolitaine et ultramarine et son environnement se traduisent par de multiples interactions. La mise en valeur des ressources, pression sur les milieux et fragilisation, protection des milieux et gestion des risques. L'augmentation de la pression sur les ressources, leur exploitation et le changement climatique qui en découle conduisent la société française à rechercher de nouveaux équilibres à toutes les échelles. Si les mesures de protection et de prévention se sont multipliées depuis une cinquantaine d'années, il est cependant difficile de concilier la protection et la valorisation des milieux métropolitains et ultramarins.